Scribe, scribe administrateur, scribe chargé du sceau, scribe des greniers, scribe du bétail, scribe comptable, scribe copiste, scribe de justice. L'image du scribe reste pour nous l'un des symboles de l'Égypte pharaonique. Or, le musée du Louvre conserve le chef-d'œuvre des premières statues de scribes de l'époque des Grandes Pyramides, vers 2500 avant Jésus-Christ. Placé au centre de la salle portant son nom, le scribe accroupi nous arrête, saisissant de vérité. Haut de 54 cm seulement, en calcaire polychrome, il est sculpté dans un seul bloc de pierre. Assis en tailleur, le buste dressé et le visage tendu à l'écoute de ce que lui dicte un maître. Jamais restaurées, les couleurs naturelles, blanc patiné du pagne, ocre rouge de l'épiderme, noir de la coiffure, procurent une certaine chaleur au scribe figé dans son action. Son état de conservation est exceptionnel. Seuls quelques éclats de pierre ou de légères fissures en abîment çà et là la surface. Si l'on met à part la ligne conventionnelle que dessinent les cheveux en méplat sur le haut du visage, tout concourt à animer la statue pétrifiée. Sous l'arcade sourcilière régulière, à peine rehaussée de peinture noire, les yeux incrustés confèrent une vie remarquable au personnage, grâce à une ingénieuse illusion d'optique. Cerclée dans une bague de cuivre, la pierre blanche de la cornée elle-même serait, selon l'Institut national d'optique, incrustée d'un cône de cristal de roche évidé en pointe à l'intérieur. Ce cône, laissé rugueux sur la paroi interne, est poli à la surface de l'iris. La lumière ainsi réfléchie donne l'illusion d'une pupille et anime le regard jusqu'à le rendre presque réel. Ce procédé était commun aux plus belles statues de l'époque. Ici, il atteint un sommet rarement égalé. De plus, les yeux orientés vers le haut accompagnent le mouvement général du buste. La bouche large, aux lèvres exceptionnellement minces dans l'art pharaonique, laisse apparaître une pointe d'ironie. La mâchoire serrée dénote une puissante volonté. Les narines sont creusées, dilatées, comme palpitantes. C'est également rare dans la statuaire égyptienne. Il émane de l'acuité du visage une impression de rigueur et de vive perspicacité. C'est un homme à l'affût pour tout percevoir. On le sent doué d'un grand esprit critique. Ce tempérament typé, original, contraste totalement avec la bonhomie d'autres statues de fonctionnaires contemporains. Comparé à la prudence du célèbre scribe du Caire, sa vivacité est criante. La tension ardente du haut du corps, aux clavicules nettes et saillantes, s'oppose à l'embonpoint de l'abdomen, qui trahit des occupations sédentaires. La poitrine est soulignée par 2 boutons de cuivre incrustés. Les mains sont traitées avec beaucoup de soin, par leur finesse et le naturel de la pose. Au-dessus des doigts fléchis, disposés en éventail, le pouce et l'index droit se rejoignent pour tenir le calame aujourd'hui disparu. Formé d'une simple tige de jonc, le scribe le mâchonnait à son extrémité pour le rendre souple comme un pinceau. Il apparaît épanoui sur le signe hiéroglyphique du scribe, qui réunit précisément avec le pinceau le matériel dont il a besoin. La palette, espèce de plumier muni de pastilles d'encre, et le sac de piment réunis par un lien. Le papyrus, entièrement roulé dans la main gauche, indique que le travail du scribe ne fait que commencer. Écrivant de droite à gauche, en colonne de haut en bas, en délimitant des pages, le scribe déroule le papyrus au fur et à mesure de son travail. Le rouleau de papyrus est le livre de l'époque pharaonique, long à fabriquer, précieux et cher, destiné à consigner tout ce qui doit être durable et transmissible. L'administration, la science, les œuvres littéraires, les rituels religieux. Long parfois de 20 mètres ou plus, le papyrus est une matière malléable et légère. Il peut être contenu, roulé dans le seul creux de la main, et il permet une manipulation répétée. La couleur blanche avec laquelle le rouleau est toujours représenté laisse supposer que la belle patine dorée des papyrus aujourd'hui ne correspond plus à la blancheur initiale.
Au royaume de la bureaucratie, les scribes sont légion. Ils sont omniprésents sur les bas-reliefs et les peintures des tombes, dans l'exercice de leurs fonctions. Accroupi ou debout dans les champs, les calames sur l'oreille, une tablette dans la main, le scribe relève les comptes, consigne les sacs de grains engrangés, les têtes de bétail. Ou bien encore, séjournant dans son atelier, il est entouré de son attirail, coffret de bois, rouleaux de papyrus juxtaposés. Dans un pays d'analphabètes, devenir fonctionnaire est l'objet d'ambition. Les lettrés sont rois. Aussi dresse-t-on un tableau flatteur pour favoriser les vocations. Selon un texte classique, c'est le scribe qui impose les taxes, qui les perçoit. C'est lui qui fait les comptes pour tout ce qui existe. Toutes les armées dépendent de lui. Il conduit chaque homme à son pas. Il commande le pays tout entier. Mais revenons à l'admirable scribe du Louvre. Le socle en demi-cercle a été dégagé du même bloc de pierre que la statue avec laquelle il est indissociable. Les pieds du scribe s'y enfoncent, comme sur un coussin, dissimulant 2 doigts de pied. Cet artifice pallie la défectuosité des jambes. La statuaire égyptienne pêche toujours par les membres inférieurs. La rondeur des genoux et la pesanteur réaliste des jambes restent cependant plus heureuses que la ligne aiguë des tibias du scribe du Caire. À l'origine, le socle était encastré dans un second socle de pierre de forme rectangulaire. Ici, un problème se pose. Les statues de scribes bien conservées montrent quelle est la fonction de ce socle. Par exemple, celui de la statue du prince Setka qui voisine avec le scribe au Louvre. En calcaire laiteux, ce gros bloc semble disproportionné par rapport à la statue. De plus, la cavité du socle, inadaptée, est comblée par une base de bois amovible. Incrusté de hiéroglyphes découpés dans un schiste noir, le socle est le support du nom et des titres du personnage statufié. Dans l'Égypte pharaonique, l'inscription est aussi importante que la représentation elle-même. La statue de Setka est en fait un signe hiéroglyphique sculpté venant compléter le nom du prince, 2 fois répété sur le socle. Le nom donnait vie à la statue. Elle-même n'était que l'enveloppe de pierre qui devait être animée, réveillée par son appellation. C'est le Verbe qui créait la chair. Les hiéroglyphes proclamaient pour l'éternité l'identité du mort et ainsi perpétuaient la vie de son propriétaire. Les statues devaient servir de corps aux défunts lors de la présentation des offrandes ou lorsque la momie, abîmée par les ans, ne pouvait plus l'incarner. C'est pourquoi la tombe enfermait plusieurs statues façonnées pour durer, en calcaire local de belle qualité et en granit extrait de la première cataracte à quelques 1000 kilomètres au sud de la grande nécropole de l'Ancien Empire. Et pour perpétuer la vie, Sekemka, par exemple, était figuré dans des positions différentes, debout ou assis, accompagné des membres de sa famille, avec des variantes de parures et de vêtements. À la diversité des matériaux et des formes s'ajoutent les variations de la titulature du mort. Le lot de statues d'un même personnage semble fonctionner comme un tout, chaque statue étant la variante complémentaire des autres. Paradoxalement, Sekemka, chef des scribes des champs, ne paraît pas figurer dans l'attitude de sa fonction. En effet, la position de scribe ne caractérise pas la fonction elle-même, et la position choisie par le prince Setka démontre que loin d'être une attitude subalterne, elle incarne les plus hautes charges administratives. Celles-ci, à l'époque des pyramides, sont confiées au prince de sang, à la famille du roi. Dans l'état des connaissances actuelles, un spécialiste ne dénombre que 45 statues de scribes pour recouvrir cette période longue de 400 ans. Un millénaire plus tard, la statue du très haut dignitaire Nemmertouf, Prêtre, scribe royal, scribe dans le temple d'Amon, celui qui fait les lois, qui fixe la règle, qui fait connaître toutes les charges du palais, exalte la noblesse de l'attitude. Sous le regard grave du patron des scribes, incarné par le singe babouin, assis sur un autel et le corps enveloppé de sa pèlerine naturelle, Nemmertouf déroule le papyrus et implore le maître des paroles divines, source de toute inspiration verbale ou écrite. Viens à moi, viens me faire une belle carrière, rends-moi habile dans les hauts emplois. Et penchant respectueusement la tête,
Nemmertouf se place sous sa protection. Personnage de haut rang, le scribe du Louvre, façonné pour l'éternité mais démuni de son socle inscrit, garde le mystère de son identité. Il aurait été découvert par Auguste Mariette, vers 1850, sur le plateau désertique de Saqqara, la nécropole de l'Ancien Empire. D'après un récit, le fouilleur aurait exhumé 7 statues d'une tombe très dégradée, dont seul le scribe rouge restait anonyme. Malheureusement, les archives de fouilles manquent de précision et laissent imaginer des hypothèses contradictoires. S'agirait-il de Caille, administrateur dans les services du vizir, aux yeux également incrustés? Mais l'absence de personnalité du visage, les lèvres charnues, s'oppose à l'ossature volontaire, aux lèvres minces. Comme le torse s'oppose à la poitrine adipeuse. Ou bien peut-on reconnaître les traits de P.R. Néfer, chef de la boucherie, chef de la maison de la Grèce? À l'époque, c'était un très grand dignitaire de la résidence royale. P.R. Néfer présente les mêmes chairs alourdies, à l'ocre rouge effacé, et sa mâchoire carrée lui confère une impression de vigueur. Mais la seule analyse du style ne permet pas d'identifier le scribe à l'une ou l'autre de ses personnalités. De plus, un siècle s'écoule entre P.R. Néfer et Caille. Dans le premier cas, le scribe du Louvre serait une des toutes premières statues de ce genre et un magistral coup d'envoi à la pointe des tentatives. Exemplaire unique, il demeure une pièce incomparable, superbe dans son énigme. Scribe de la cour, scribe des archives, scribe des offrandes divines, scribe royal, scribe des écrits divins, scribe des oracles.